Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du Salon de l'Agriculture. Alors, on va parler de décret. Un décret qui recule un peu comme l'horizon. C'est le décret sur l'agrivoltaïsme. On l'attendait au mois de juillet, après au mois de septembre. On nous l'avait promis pour octobre, puis après pour la Noël. Et puis maintenant, peut-être, on va justement y voir plus clair sur peut-être ce délai et d'essayer de voir quelles vont être les conséquences donc pour les futurs développements agricoles. Alors pour en parler, j'accueille Christian Braillère. Bonjour Christian. Bonjour. Il vient tout droit du Var, du département du Var. Il est à la tête d'un lycée agricole, certainement le lycée agricole le plus innovant. Ils ont peur de rien. Oui, donc le campus Provence Verte, situé à Saint-Maximin, à Sainte-Baume. Il y a pire comme région, hein. Je connais un peu, je peux vous promettre qu'il y a pire. Lydie Bernard, vous venez aussi d'une belle région. Oui, bonjour, je viens de la région la plus novatrice de France. Ah ben, allons-y. Vice-présidente de la région des Pays de la Loire et juste à vos côtés, Ronan Cadic. Bonjour Ronan. Bonjour. Directeur du développement d'Enoé. Donc, Enoé, en deux mots. Producteur d'énergie renouvelable, dont l'axe de développement principal est effectivement l'agrivoltaïque. Bon, allez, Christian, on démarre avec vous. On va dans le Var. Est-ce que peut-être en 2-3 chiffres clés, votre lycée? Oui, donc notre lycée, c'est 700 élèves aujourd'hui, donc 700 apprenants, de la 4e jusqu'au post-bac. Et on travaille sur les métiers de l'agriculture, polyculture, élevage, viticulture, tout ce qui est lié au système agronomique, notamment donc, en région sud, avec toute la problématique du réchauffement climatique et des nouvelles dimensions que nous avons à relever. Et je vous le dis, dans le Var, ils sont plutôt frileux sur tout ce qui est agrivoltaïsme, mais vous avez dit non, on va leur montrer que ça peut avoir un intérêt. Oui, et puis de toute façon, on a des jeunes qui aujourd'hui se posent plein de questions sur les problématiques agronomiques. On cherche des systèmes de protection des cultures, des logiques qui font qu'à un moment donné, on puisse faire avancer des technologies nouvelles, des processus de production plus respectueux. En tout cas, nous, on y veille au lycée. Oui, mais Christian, pourquoi ils sont frileux dans le Var? C'est à cause de l'esthétique? C'est quoi le problème? Non, c'est qu'effectivement, au niveau du département du Var, il y a eu beaucoup de problématiques foncières. Et c'est vrai qu'on a livré du foncier agricole à l'urbanisme, ce qui aujourd'hui, au niveau de la DDTM, engendre des questionnements. Et donc aujourd'hui, l'agrivoltaïsme est freiné dans le Var. Est lié à une expérimentation qu'on souhaite mettre en œuvre en lien avec la Chambre d'agriculture, donc les agriculteurs, et bien sûr la DDTM qui représente les services de l'État dans le département. D'accord, on reviendra sur l'expérimentation juste après. Lydie Bernard, vous connaissez bien le monde agricole, vous avez été agricultrice. Alors justement, dans votre région, est-ce qu'il y a beaucoup de développement d'agrivoltaïsme? Et qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors pour l'instant, je vais répondre à la première question. Il y a peu de développement, mais tout le monde est en attente la réponse du Conseil d'État. Hein, c'est ça qu'on attend. Le décret, il est sorti, mais on attend le positionnement du Conseil d'État. Donc il y en a peu, par contre, il y en a beaucoup, beaucoup en projet. Ça, c'est sûr. Et ensuite, qu'est-ce que la région en pense? Avec Christelle Morancet, notre présidente, on se dit l'énergie propre, on en a besoin. On est plutôt pour la mixité autour de l'énergie propre. Donc l'agrivoltaïsme, pourquoi pas, mais à une condition, c'est qu'il soit bien encadré. Qu'il soit bien encadré pour, qu'on garde cette capacité nourricière sur les terrains qui supporteront les panneaux photovoltaïques, et deux, que le monde agricole garde bien la main là-dessus. Voilà ce qu'on en pense. Et c'est pour ça qu'au niveau de la région, en fait, on a 3 expérimentations qui vont voir le jour afin de mesurer tout ça avec les concitoyens, avec la Chambre d'agriculture. On a donc une expérimentation de panneaux agrivoltaïques sur un captage prioritaire au niveau de la région. On a une autre expérimentation au niveau d'une ferme expérimentale laitière, et enfin une 3e au niveau de la viticulture. Voilà, avec des acteurs différents. Ça peut être les chambres, ça peut être des acteurs autour de l'eau pour les captages prioritaires et aussi des coopératives. D'accord. Ronan, pourquoi il est important ce décret? Expliquez-moi. Il est important parce qu'il est attendu depuis très longtemps. Il fixe un cadre, donc ça c'est essentiel. Ce cadre aujourd'hui, alors petit résumé quand même du cadre justement. L'agri-PV va permettre effectivement l'installation, le maintien
et la pérennisation de la production agricole. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu principal, mettre la production agricole au cœur du projet. Donc là, ça rejoint tout à fait les préoccupations donc, de Lydie. On revient à votre démonstrateur. Votre démonstrateur, il doit démontrer quoi ? Oui, alors effectivement, le lycée est dans une logique de démonstrateur parce que l'objectif, c'est de montrer et de démontrer qu'il y a des possibles. Nous, notre objectif, c'est d'arriver à marier de l'agrivoltaïsme avec de l'agroforesterie. C'est-à-dire qu'on va loin dans le processus de biodiversité. On a de l'arboriculture, de l'abricot, de la vigne, du raisin de table notamment, mixé avec du maraîchage et mixé avec de l'élevage, notamment pendant l'hiver avec des brebis. Tout ce système est intégré dans un schéma agrivoltaïque de protection des cultures, l'objectif étant de produire. Si on ne produit pas, aucun intérêt. Donc on est bien dans une logique agronomique de production avec l'objectif de nourrir nos territoires, sachant qu'aujourd'hui, pendant l'été, il fait très chaud. On a les gels de printemps, on a des perturbations climatiques qui font que même nos anciens perdent la boussole à certains moments. Quand vous dites donc agroforesterie, ça veut dire quoi? Des fruitiers, lesquels? Voilà, donc fruitiers, raisin de table, je vous disais tout à l'heure, et abricotiers. On travaille sur ces deux essences-là. L'arboriculture dans le département du Var a quasiment disparu. C'est incroyable. Alors qu'elle était arboricole, ce territoire était arboricole avec de l'élevage, avec un certain nombre de productions. Aujourd'hui, le rosé de Provence, effectivement, a gagné beaucoup de marchés, ce qui est très bien en soi. Sauf que concrètement, sur la problématique de la souveraineté alimentaire, on est très mauvais. Donc on cherche la diversification. La Chambre d'agriculture du Var a bien orienté le foncier et la diversification agricole. Et l'agrivoltaïsme est un enjeu parmi d'autres pour développer cette diversification agricole. Et puis vous allez faire même du maraîchage entre. C'est ça? Quel type de production? Alors on pense à du maraîchage plutôt de printemps ou d'été sur des zones effectivement, on va dire arboricoles, des espaces entre des arbres de 5 mètres, vous voyez, ça laisse de l'espace. Des panneaux sur la partie arboricole et du maraîchage à partir du printemps, début été. L'objectif étant de multiplier les revenus possibles quelque part à l'hectare. Donc on gagne en valeur ajoutée, en biodiversité, on mixe des plantes pérennes avec des plantes plutôt annuelles, donc du maraîchage, et on intègre un système d'élevage. Nous, on a des troupeaux de brebis notamment, sur lequel on cherche parfois du pâturage pendant l'hiver. Quelque part, c'est ce qu'on recherche en agroécologie, tout ça, de mélanger à la fois des productions animales, des productions végétales, et espacer un peu ou gérer tous les niveaux. Oui, effectivement. Alors, c'est vrai que chaque territoire est différent. Moi, il n'y a pas de modèle. On ne me fera pas dire que le modèle qu'on imagine est le meilleur. C'est certainement pas le meilleur. Maintenant, il y a quand même aujourd'hui l'idée de retrouver du sens à toute la problématique agroécologique. Et quand on dit d'agroécologie, on pense à biodiversité, mixage de plusieurs essences. On repart aussi d'espèces plutôt patrimoniales, donc qui sont adaptées localement. Bref, on retrouve une agriculture de bon sens. Lydie, quand vous disiez, en fait, on recherche un cadrage, ça veut dire c'est notamment le taux de couverture, 40%, ça vous semble bien? Puisque dans le décret, on propose justement 40% de couverture des surfaces. Oui, alors moi, je ne me positionnerai pas sur est-ce que c'est bien le 40%. Pour être honnête, j'ai lu le décret et il est compliqué à comprendre. Non, mais moi, ça, c'est un vrai travail qu'il faut aussi qu'on fasse dans cette période de simplification. C'est qu'on mette des décrets accessibles à tous. Parce qu'en tant que vice-présidente de région, si j'ai du mal à comprendre... ça veut dire que c'est pas clair. Donc, moi, ça déjà, c'est un premier message que je souhaite passer, et vraiment dans la construction. Mais je pense que où sur ce dossier, il y a une actualité, c'est quand même l'acceptabilité de l'agrivoltaïsme, aussi bien pour le monde agricole que pour nos concitoyens. Il faut quand même qu'on parle assez franchement. Nos concitoyens, ils peuvent aussi avoir une lecture, le paysage dans tout ça, on en fait quoi? La biodiversité dans tout ça, même le concitoyen peut se dire, moi ça ne m'intéresse pas d'avoir des panneaux tout près, de ma maison, que je vois de ma maison, voilà. Donc on a tout ça à gérer. Nous, on pense qu'il faut
prendre en compte cette analyse systémique avec tous ces aspects que je vous évoque. Et on croit beaucoup à la force du territoire pour aller chercher cette acceptabilité. Donc ça, moi, je souhaitais vraiment vous le dire parce que je pense que pour tous les projets avec des énergies propres, que ce soit la méthanisation, petit ou grand méthaniseur, que ce soit des parcs éoliens, que ce soit l'agrivoltaïque, que ce soit l'agrivoltaïsme, je pense qu'on sous-estime aujourd'hui la réflexion à l'échelle d'un territoire. D'abord pour emmener ce côté collectif et collaboratif et pour réussir l'acceptation en fait du projet. Et la deuxième raison, c'est que je pense sur l'aspect énergétique que quand on est sur un tel projet, il faut d'abord aller chercher son autonomie. Les agriculteurs, ils doivent déjà penser à aller chercher leur autonomie énergétique avant d'injecter. Un territoire, il doit penser à aller chercher son autonomie. Et je pense que là, il y a vraiment deux choses qu'il ne faut pas sous-estimer, on va dire, si on veut installer des projets agrivoltaïques. Ronan, comment vous réagissez? 40% déjà, d'où sort ce chiffre? Si je le savais. Non, mais après, voilà, 40%, on ne prend pas aujourd'hui en compte les différentes technologies, les différentes productions agricoles. 40% pour de l'élevage, c'est bien. Pour de l'arboriculture, peut-être pas. On parle de viticulture en AVPV, on parle d'arboriculture, d'élevage ovin, d'élevage bovin. Parlons des technologies. On a des modules fixes aujourd'hui et des modules mobiles, donc qu'on peut piloter. Tout ça, c'est pas pris en compte aujourd'hui dans le cadre du décret. Donc effectivement, ça pose question quant aux modalités d'application du décret, effectivement. Christian, vous en êtes où de votre projet? Alors aujourd'hui, effectivement, on avance sur, on va dire, sur nos parcelles avec des changements de PLU révisés de façon simple. On a un maire et une comité d'agglo qui est très, on va dire, enthousiaste au projet. L'objectif, ça serait effectivement de faire des plantations aux alentours de fin 2025 pour démarrer le processus, sachant qu'on a tout le travail du sol en amont à faire. On a l'installation donc d'architecture agrivoltaïque à imaginer. La DDTM nous aide beaucoup aussi dans cette idée-là. Et donc, en principe, 2025, on devrait être en capacité de démarrer. Et il faut obtenir le permis. Ah oui. Et là aussi, on a besoin de ce cadre par rapport aux services instructeurs aujourd'hui qui voient défiler sur leur bureau des dizaines et des dizaines de dossiers et qui n'ont pas de cadre réglementaire. C'est le décret qui va débloquer un peu tous ces dossiers ou pas? Le décret et la manière dont ils vont le lire. Il faut savoir que chaque département a sa manière bien propre d'instruire les dossiers. C'est un millefeuille un peu quelque part. C'est sujet à interprétation à chaque fois. Donc, oui, Lydie. Oui, je voulais juste, mais ça va rejoindre ce que disent les intervenants. Je pense qu'on a une vraie question autour de la gouvernance pour gérer ce projet-là. À la lecture du décret, en tout cas, avec mon prisme à moi, on a quand même des décisions qui sont plutôt départementales. On parle d'ailleurs du préfet du département. Et à côté de ça, on a la COP Énergie, qui est copilotée par les préfets de région. Les COP Énergie sont pilotés par les préfets de région et les présidents de région. Et donc nous, là, on a un petit peu une nébuleuse, en fait. On n'y voit pas clair dans l'aspect gouvernance. Et ça, c'est pareil. Je pense qu'il faut le clarifier vraiment très vite parce que c'est quand même un aspect très fort du dossier. Oui, Ronan ? Oui, on n'y voit pas clair et pas grand monde n'y voit clair, surtout dans l'application, notamment je pense aux zones d'accélération, les comités de projet. Donc on a mis quand même en place aujourd'hui des process par rapport à ça et on a besoin de clarté. On parle d'une loi, quand même d'un décret qui est lié à la loi d'accélération de la production des ENR. Ça fait quand même, on a mis 1 an pour élaborer la loi, 1 an pour sortir les décrets, maintenant peut-être 1 an pour élaborer des décrets de décrets, notamment je pense aux technologies innovantes, ouais. Donc éprouvées, excusez-moi. Voilà, donc on prend du temps, on perd du temps aujourd'hui et il faut passer à l'action. Toute dernière question, Christian, si vous êtes d'accord. Je crois que vous allez innover aussi en matière de formation, c'est-à-dire que vous allez lancer une formation hybride. Alors effectivement, il faut que vous sachiez que dans 20 ans, vous voyez, c'est demain, 50% des métiers sont inconnus à ce jour. Alors on en crée tous les jours des métiers aujourd'hui. Et c'est vrai que les jeunes générations que nous accueillons avec l'intelligence artificielle, les exosquelettes, avec tout le processus qu'on met derrière, fait qu'on change le référentiel compétences. L'idée, effectivement, est d'accompagner des jeunes, soit sur des spécialités, soit sur en tout cas des compétences qui touchent à l'agronomie,
et à l'énergie. Et c'est vrai qu'avant, on avait tendance à verticaliser davantage les compétences. Aujourd'hui, on a tendance à les rendre plutôt transversales. Je pense qu'aujourd'hui, un agriculteur, ça doit être quelqu'un qui doit comprendre comment fonctionne l'énergie, et notamment la problématique de l'autonomie. Et ça, moi, j'y crois beaucoup. Aujourd'hui, au lieu de distribuer de l'électricité sur des longs circuits, on peut travailler déjà sur du circuit très court, énergétique, et l'agrivoltaïsme en fait partie. Donc, vous avez lancé une formation qui mêle les deux compétences en Bac plus 2, Bac plus 3. Oui, alors nous, on cherche l'idée de la licence professionnelle. On travaille avec le CNAM, donc les arts et métiers là-dessus. Il y a un bachelor qui a été créé au niveau du ministère de l'Agriculture qui touche à, on va dire, l'innovation, l'agronomie. Donc on va voir, mais c'est évident qu'à un moment donné, quand on apprend concrètement un savoir-faire, il faut qu'on puisse délivrer une certification. Et donc le diplôme reste quand même l'approche première de reconnaissance d'un diplôme. Christian Braillère, merci beaucoup. Ronan Canic, merci beaucoup. Lydie Bernard, merci d'être venu ici sur ce plateau. Et puis surtout, merci à vous.